Je voudrais juste commencer par rebondir par la référence au monsieur, par rapport à ce que vous disiez sur le temple de Salomon et la manière dont on n'avait aucune trace ni visuelle ni écrite, seulement quelques ordres divins et comment on avait essayé ensuite de restituer à partir de ça. Et en fait, ça me donnait un point d'accroche par rapport en fait, à la pensée de Mark-Alain McNeil. Je pense qu'on peut parler pour nous deux, qu'elle nous a assez influencés dans sa manière de citer la caresse du livre de Lévinas sur la question de l'interprétation et de comment se saisir d'une archive qui ne soit pas justement par un geste de saisie et un geste trop violent de la main, mais qui soit quelque chose de la caresse et de savoir passer sur quelque chose pour en fait lier un dialogue qui soit justement celui plus proche de la danse, d'un mouvement qui de va et vient, où un espace nouveau se crée entre la personne et l'objet caressé, et qui va être celui de l'archive que tu as choisi dans le cadre de cette invitation. Peut-être que tu peux nous décrire pourquoi tu es là. Et du coup, on va partager aussi avec vous un peu le processus qu'on a passé nous deux, que c'était un processus de discussion et de conversation autour, surtout, je me raccroche aussi à ce qu'a dit Anne ce matin par rapport au geste du choix, en fait, parce que c'est pas anodin quand tu reçois une invitation comme ça, parce que d'habitude, quand tu travailles dans une pièce, que c'est mon cas, c'est des désirs qui sont déjà apparemment créés, tandis que là, l'invitation, elle t'oblige de faire un peu le mouvement contraire, c'est-à-dire qu'il y a un corpus qui ça a été créé, qui te propose, et puis tu choisis parmi ces 17 âges d'Archives nationales, qui c'est énorme. Donc, les gestes du choix, ça n'a pas été évident, ça a été très long. Et avec Bettina, on a passé très longtemps à discuter, à faire une conversation autour de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu partager avec vous, pas d'images, pas de vidéos, pas de photos, mais plutôt une discussion, une conversation, que c'était aussi le processus qui nous a amené à la choix de l'archive. Et juste pour contextualiser encore plus pourquoi je suis là, et du coup, monsieur, il a dit que j'étais danseuse et chorégraphe, et je voulais vous dire que ce travail avec l'archive, j'ai commencé à le travailler depuis très longtemps parce que j'ai fait aussi des études d'histoire à la fac, que je n'ai pas fini, et parce que ça m'a mené à la danse. Et comme interprète, surtout, j'ai travaillé avec deux chorégraphes qui sont questionnés beaucoup la question de l'archive. D'un côté, c'est Dominique Brun, qu'elle travaille sur la récréation, et elle appelle récréation et pas restitution d'archives du Sacre du Printemps d'après Václav Nijinsky, que c'est une pièce de 1913 et avec elle je travaille depuis 2009, que j'ai rencontré à l'école. Et donc c'est un long processus que je traversais de justement comment on questionne et on interprète des archives. Dans ces cas-là, elle travaille avec des témoignages, photographies et dessins de l'époque. Et puis, je ne rentre pas dans les détails, je vais très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et avec Volmir Cordeiro, qui c'est un danseur et chorégraphe brésilien, que je suis interprète, mais aussi on a créé une pièce ensemble. Et les processus étaient de passer des mots aux gestes. Et du coup, comment on interprète à chaque fois certaines partitions des paroles et que après ça devient un geste. Donc mon parcours de danseuse, elle était toujours liée à la question de l'interprétation et surtout à la question de l'archive. Et puis dans mon travail personnel, je voulais partager avec vous surtout 3 pièces qui sont les seules pièces que j'ai faites, mais qui questionnent de manière chaque fois différente la question de l'archive. La première, c'est Époque, que ça a été une co-signature avec Volmir, et que pour cette pièce, on a traversé des danses des femmes du XXe siècle où on a décidé de ne jamais utiliser ni photographie ni vidéo, sinon que des témoignages de quelqu'un qui avait vu cette danse ou de l'artiste même. Et à partir de cette parole, nous, on a recréé avec une partie prise de fiction les danses. Donc ce n'est pas du tout de la restitution précise, originale, parce que pour moi, l'original, c'est une problématique très grande. Et du coup, on a décidé, à travers cette parole, de créer une fiction des restitutions de ces danses. Et donc, on avait des danseuses, surtout du XXe siècle, mais pas que des personnes, c'était que des femmes, de la danse et de la performance. Donc, ça allait je nomme les plus connus, du coup, Valeska Gerd, Joséphine Baker, Anita Berver, mais aussi il y avait Gina Payne, et Latifa Lavissi, Vera Montero, qui du coup, c'est des périodes, du coup, on a traversé vraiment un siècle de danse d'une manière fictionnaire, on va dire ça. Et puis j'ai créé en 2016 un solo qui s'appelle Disparu,
et que ça fait allusion à... J'ai fait une espèce d'archéologie d'une posture, que c'est la posture accroupie. Et donc, à travers cette posture, que c'est une posture que je me suis interrogée parce qu'elle est en train de disparaître, et je me suis demandé pourquoi la posture accroupie, aux certaines postures corporelles, aux attitudes physiques, et elles disparaissent. Et donc, à travers l'étude de cette posture, que c'est l'accroupie, que c'était une posture, ça dépend de quelle civilisation, je me suis aperçue dans quelle civilisation elle existe encore. C'est une posture de travail, d'attente, elle a été liée à la sorcellerie, et à la garde d'enfants, c'est une posture d'accouchement, et du coup, c'est vraiment une posture qui est liée à beaucoup de choses différentes, et à partir de ça, je voulais déconstruire la verticale et faire une danse complètement accroupie. Et aussi, je me suis aperçue, parce que je navigue tout le temps dans des territoires géographiques extrêmement larges et aussi dans, du coup, temporalités très différentes. Et du coup, je peux aller chercher des archives, comme dans ce cas-là, dans Disparu, que je suis allée observer des statues précolombiennes, du coup, il y a très longtemps. Et aussi, cette posture, elle est présente dans les danses de boîte de nuit, dans des vidéos, dans des voguing. Et du coup, à travers une posture, je fais une espèce de voyage dans le temps et dans la géographie. Et puis pour Mesh, que c'est la création dont vous avez parlé, que c'est la prochaine création qui va être présentée l'année prochaine au CNDC, une soirée partagée avec ces projets, c'est un processus différent parce que l'archive, là, s'appelle Mash parce que ça vient de mashup. Et le mashup, c'est fait surtout dans la musique, les DJ. Donc le DJ, il prend des morceaux, des samples, dans des musiques différentes, et après, il les mélange d'une manière très... Et s'approprie et la manipule. Et donc, les DJ, ils font ça. Et je me suis dit, avec Anna Maria Aimone, que c'est la personne avec laquelle j'ai co-signé cette pièce, comment on pouvait transposer ces principes, du coup, le traduire à un chant chorégraphique. Parce que dans le chant chorégraphique, on est plutôt plus préoccupé de comment on restitue justement les archives. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce que ça passerait si on prend vraiment cette espèce de... Parce qu'eux, ils s'appellent, les DJ font du piratage. Et du coup, on s'est dit comment nous, pour cette pièce-là, on pourrait, du coup, à partir des archives personnelles, et non plus comme les pièces précédentes, les archives que j'allais observer, et faire cette espèce de manipulation et des danses qui n'auraient pas une origine définie, mais plutôt vraiment des origines très diverses et variées. Et puis, il est arrivé cette invitation. Et avec cette invitation, avec Bettina, je lui ai dit j'aimerais beaucoup travailler dans une période historique où je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier. Et puis, sur une archive qui ne vient pas comme auparavant du chant de la danse. Donc, moi, je m'arrête là. J'aimerais savoir pourquoi tu es là. Comment je t'ai invitée. En fait, juste pour préciser aussi, c'est que le projet final, pour toi, ça sera de créer une danse qui sera visible en mai, c'est ça? Oui. À Angers. Et du coup, pourquoi tu m'as invité? Parce que moi, je fais de la vidéo et qu'en fait, je pense qu'on a une manière de créer assez parallèle, de partir de beaucoup de textes, de pas mal écrire, et ensuite épurer le plus possible pour arriver à un langage qui soit que corporel et arriver dans l'image où on se défait du texte. Et ici, c'était... en fait... Pour reprendre ce matin la question autour de l'archive au singulier et au pluriel, c'est vrai que nous, quand on est arrivé devant ce projet, comme on n'est pas du tout archiviste, qu'on ne vient pas de là, c'est vrai que pour nous, c'est arrivé comme étant une archive au singulier et que c'est quelque chose qui est assez... qui devient tout d'un coup assez gros et qu'on ne sait pas vraiment délimiter et qui fait un petit peu peur. Et en fait, on n'arrivait pas à se dire que forcément l'objet qu'on allait trouver allait nous arriver en tant qu'archive et que ça serait le premier rapport qu'on aurait avec elle et que la première chose qu'on saurait d'elle, c'est que c'est une archive, qu'elle a été gardée par une institution, qu'un jour on a décidé de la garder elle plutôt qu'une autre. Et du coup, notre première étape, c'était de se poser un peu quotidiennement ce qu'était une archive. Et en fait, on avait toujours des définitions qui changeaient. Et le but, ça a été de trouver... En fait, vu qu'on avait... C'est quand même assez énorme, on ne savait pas du tout quoi choisir. On voulait quelque chose. La seule chose qu'on savait, c'était la sensation qu'on voulait éprouver. On voulait une rencontre. Et que vu que tu allais ensuite la restituer, c'était un rapport qui allait se créer entre vous. Et que vu qu'à un moment, tu allais prêter ton corps pour la restituer, que tu allais lui redonner un espace, que c'était important qu'il y ait ce rapport de relation. Voilà. Et du coup,
on est tombé sur... peut-être que je te laisse dire. Et oui, et parce que, juste pour contextualiser un tout petit peu plus aussi, c'est qu'on a reçu cette invitation, il y avait un corpus d'archives qui a été créé pour ce projet-là. Et que nous, suite à une étude et une discussion avec Bettina, on a décidé d'ouvrir encore plus. Et dans ce contexte, ils nous ont laissé ouvrir plus les champs de recherche. Et du coup, nous, on est tombé d'une manière assez romantique, comme tu dis, sur un archive, parce que je disais à Bettina que je voulais un archive des femmes d'une période historique que je n'avais jamais traversée, et je voulais un champ. Et donc, on est tombé sur cette archive d'une Trubérite du XIIe siècle qui s'appelle Béatrice Diaz, et que c'est le seul chant qui nous parviennent, la mélodie et les paroles. Et c'est une poétesse. Et donc, à cette époque-là, trouvé, et nous, encore pour aller plus précisément, et pour reprendre un peu ce que tu disais ce matin, que c'était tout petit, minuscule, plus sérieux et minuscule, et on s'est concentré sur la première phrase de ces chants, que c'est « je chanterai ce que je n'aurais pas voulu chanter ». Et que pour nous, cette phrase, qu'on a dit « waouh, une poétesse du XIIe siècle, femme », qui a le courage, entre guillemets, de nommer ça. Déjà, c'était un occitan, parce que c'était... Et du coup, ça, c'est la traduction en français. Et pour nous, on s'est dit, on s'arrête là. Et on choisit cette archive, et on va pas choisir autre chose. C'est-à-dire que ça nous permettait, cette parole des femmes. Après, surtout, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce que ça vous évoque à vous, parce que c'est surtout ça que ce matin, ça m'a beaucoup fait du lien avec ce que tu disais, que c'est le pouvoir d'évocation des archives, et le pouvoir poétique. Et du coup, on a dit, dans cette phrase-là, il y a tout ce qu'il nous faut. Donc on va s'arrêter là, et on va oublier les 10 étages de ces archives nationales, et on va aller chercher cette archive. Et on est vraiment parti à la recherche de cette archive parce qu'on est passé pour toutes les bibliothèques de Paris en imaginant qu'elle appartenait qu'elle pouvait être présente dans ces projets. Et à ce moment, on s'est aperçu qu'elle était à la BNF. Du coup, on était hyper contente. J'appelle Clotilde et je lui dis... Elle me dit, ah non, mais ça appartient pas aux archives nationales. Je suis chilienne, et donc ça compte beaucoup aussi parce que je ne connais pas du tout l'institution aussi organisée qu'il y a dans les archives nationales et dans tout cette espèce d'énorme monument culturel. Et donc je dis, je suis pas contente, je l'ai trouvé. Et elle me dit, non, mais ça appartient pas. Et après, ils m'ont autorisé encore, et donc on a resté sur cette phrase-là, et qui est à la BNF. Et donc pourquoi on s'est arrêté là? Parce que c'est une parole intime de cette femme du XIIe siècle, où elle a eu, entre guillemets, une force évocatrice, et que elle écrivait de manière très différente en termes de style à tout ce qu'il y avait à l'époque, parce que c'était pas lié à la poésie courtoise. Et Bettina, peut-être que tu peux aussi... Non? Tu veux que je continue? Oui, non. Non, vas-y, je veux. En fait, aussi pour nous, ce qui était important, c'est que le processus, la pièce, même la conversation d'aujourd'hui, soit toujours imbriqués l'un dans l'autre, et que par rapport à la partie lacunaire des archives, c'était quelque chose qui faisait naître le fantasme, et que le fantasme, c'était une partie intégrante et qui était au centre des chants de l'amour courtois de cette époque. Et en fait, au même moment, c'est assez drôle de voir qu'un peu plus loin, géographiquement parlant, il y avait Averroès, le philosophe médiéval oriental, qui commençait à s'intéresser à l'espace de la cogitation comme l'endroit où l'imagination devenait un acte qui servait à manier, trier les fantasmes. Et à ce moment-là où justement la littérature masculine des Trouvères plaçait la femme dans ce statut complètement statufié de la femme fantasmée objet. Et là, en fait, c'était aussi le choix de s'intéresser au fantasme de la femme par sa parole à elle, et que nous, on avait besoin aussi de ce fantasme à elle, pour s'en servir, de servir que de ce début pour pouvoir fantasmer la suite, et que chacun puisse fantasmer la suite de cette chanson, et que y ait quelque chose de très universel en fait, et qui laisse beaucoup à entendre. On peut se raconter plein de choses avec juste cette phrase « je chanterai ce que je n'aurais pas voulu chanter », on peut se poser plein de questions, et ça nous donne beaucoup d'espace, et c'est le vide nécessaire au fantasme pour créer ensuite quelque chose.
moi. Je pense que c'est ça. Et que même toutes les deux, en étant, parce qu'on travaille de manière groupée dans ces projets, c'est qu'on a toutes les deux rencontré Averroès, et à ce moment on s'est dit, mais ça c'est comme s'il parlait d'un travail chorégraphique, d'une partition chorégraphique, on parle aussi d'un terme d'incarnation, du coup on s'est dit, on va incarner, on va les chercher, on va les épuiser ces mots et on va les transformer de cette phrase-là. L'idée, ça serait, là maintenant il commence la deuxième étape du travail, c'est trouver aussi une méthodologie et une sorte de pratique pour pouvoir faire dialoguer cette phrase avec une pratique physique. Ensuite, ça va donner un espace de fantasmes imaginaires. Moi, je travaille beaucoup avec cette sorte d'imaginaire précis et que ça donne ensuite du geste. C'est-à-dire que ce matin, quand j'écoutais aussi Robert parler, je me suis dit c'est dingue parce qu'eux, ils ont un vocabulaire gestuel qui ensuite ça se met en route, un mouvement à chaque fois, mais le vocabulaire gestuel, elle est défini. Dans mon cas, chaque geste, elle va naître, on va dire, à partir de tout ça en fait, de toute la recherche qu'on entame ensemble, et que puis les gestes, ils vont naître à ce moment-là en fait. Il n'y a pas de gestuel préétabli, il n'y a pas de gestes, je ne sais pas comment ça va être cette danse. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'avant, pour tous les projets précédents, j'ai toujours une accroche physique, soit une posture, comme je parlais, soit une partition des mots. Pour ce projet-là, du coup, on s'accrochait à un principe physique parce qu'on s'est dit, on va s'accrocher, c'est un peu les futurs. On s'est dit qu'on pouvait travailler beaucoup sur les souffles parce que dans cette époque-là, 12e siècle aussi, il y a eu beaucoup de recherches autour du souffle et le souffle, il était aussi comme un lien entre... on peut vraiment parler très longtemps autour du souffle, mais je pense que ça va être un des axes des recherches physiques. Tu veux faire le point de pourquoi on est... pour ajouter juste aussi que par rapport à la restitution aussi, il y avait il y avait la question du site et quel endroit on allait donner. C'est comme si on se trouvait avec un petit objet, il fallait lui redonner un lieu, et que la danse, est-ce que la danse pouvait devenir un lieu, est-ce que le mouvement pouvait devenir de l'espace. Et à ce moment-là, en fait, il y avait la pensée du psychanalyste Winnicott, qui a aussi travaillé sur l'espace, qui a inventé la notion d'espace potentiel, qui est un espace, en fait, c'est Hannah Arendt qui le décrit bien dans le chapitre sur où est-on quand on pense, quelque chose comme ça, où c'est l'endroit de l'esprit où se forme la pensée, qui est un endroit qui est ni à l'extérieur ni à l'intérieur, parce qu'on est dans le monde par notre pensée, et en même temps à l'extérieur de lui parce qu'on est dans notre corps, et que tout le travail de la danse et tout le travail du fantasme et de l'imagination, de la création de ces désirs allaient naître dans cet espace potentiel qui pouvait être aussi celui du mouvement que tu allais créer par ton corps, qui allait essayer de s'inspirer de choses qui étaient des mots pour le transformer et le souffle. Et le souffle, non. C'est un grand chapitre, mais on peut dire deux mots. Oui, mais c'est surtout ça qu'on s'est dit que c'était un bon accroche physique, et aussi dans cette époque, comme il y a eu beaucoup de recherches autour du souffle, et que, bon, je ne sais pas si on a le temps, et du coup, ça serait un des axes potentiels de recherche, de méthodologie, et du coup, de comment on va être créé ces gestes. Et puis, toujours travailler de manière poétique, on s'est dit que ça serait assez beau aussi, créer une espèce de partition d'émotions, mais toujours liées au souffle. Et du coup, on est vraiment là-dedans de comment toute cette théorie qu'on a traversée pendant toute cette première partie de la recherche, elle va nous amener maintenant au studio, et on va m'amener maintenant au studio, et que c'est ça où, pour moi, ça devient aussi intéressant, du coup, la question de ces archives, quand elle devient geste, elle devient danse, elle devient corps. Et donc, on est là-dedans pour l'instant, et je chanterai ce que je n'aurais jamais, pas voulu chanter. Et donc, c'est pour ça, on voulait vous partager avec vous cette espèce de long cheminement pour arriver à cette archive. Et voilà. Je ne sais pas si... Ouais.